Donc vous l'avez compris, l'enjeu de cette journée, c'est de créer une passerelle entre le festival Le Temps Presse et ce forum afin d'en faire un rendez-vous récurrent, annuel, régulier. C'est aussi l'occasion de donner des idées, des envies aux spécialistes du cinéma qui sont dans la salle, de traiter des sujets de sens et à l'impact social important. La première table ronde va s'appeler les récits du changement et j'invite les 4 intervenants à me rejoindre et à prendre possession de la scène. Marie Carrega, je vous laisse vous présenter et vous poser en même temps 2 questions. Quel est votre métier et en tant qu'analyste, quel constat pourrons-nous faire aujourd'hui de l'état climatique ? Merci, bonjour à tous. Donc moi je suis ingénieure environnement de formation et au sein du ministère, on va dire de l'environnement, ce sera beaucoup plus rapide. Je suis en charge de l'adaptation au changement climatique, donc c'est se préparer aux impacts du changement climatique. Et on va dire que mon constat, c'est que la situation est grave, mais pas encore désespérée. Voilà. Donc si je détaille concrètement, c'est vrai que moi je suis ravie d'être là parce qu'on a vraiment besoin de vous pour faire passer des messages. Moi je le constate tous les jours, j'ai des enfants ados, autant vous dire que je parle très régulièrement à la maison de ce que je fais. Je ne suis pas bien sûre d'avoir de l'impact. Par contre, quand mes enfants voient quelque chose sur YouTube, ils m'en parlent dès le soir, d'ailleurs. Donc c'est assez radical. Même mon petit de 8 ans est persuadé que la fin du monde est pour 2050. Vraiment, il m'a dit j'aurai 38 ans, je serai jeune pour la fin du monde. Donc ça m'interpelle quand même, moi personnellement. Voilà, donc on a vraiment besoin de vous pour faire passer des messages. La lutte n'est pas facile. Je rappelle que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a été créé il y a 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils tirent la sonnette d'alarme. J'ai l'impression qu'on commence à entendre la sonnette d'alarme. Mais ça fait quand même 30 ans qu'elle sonne. Donc on a vraiment besoin de vous pour faire passer les messages. D'autant plus qu'on va dire que le côté obscur de la force, lui, a l'air d'avoir beaucoup plus de moyens. Et c'est vrai qu'on entend de plus en plus, on va dire, les climato-sceptiques, même si nous, on n'aime pas forcément ce nom-là, parce que on va dire que le scepticisme, normalement, c'est la base de la recherche, mais là, c'est pas vraiment, on va dire, scientifique ce qu'ils font. C'est un peu la carrefour, la discussion autour d'un bar. Moi, vous pouvez me demander mon avis sur ce qui a conduit à la disparition des mammouths. Je peux vous donner mon avis, mais ce n'est pas un fait scientifique ce que je vais vous raconter. Donc, il y a des faits scientifiques qui sont là, qu'il faut regarder en face, qui ne sont pas très drôles, mais il faut les regarder en face. Et on a vraiment besoin de vous pour faire passer ces messages-là. Donc, on va dire que le premier message, c'est qu'on est sûr que le changement climatique est en cours et que la cause, c'est nous. D'accord ? Quelquefois, j'entends dire ouais, les scientifiques ne sont pas très sûrs. Les scientifiques du climat sont sûrs. Ça, c'est le premier message à avoir en tête. On sait que le climat change et on sait que c'est à cause des activités humaines. Zéro incertitude là-dessus. Ensuite, deuxième idée très importante, c'est que le changement climatique, il est déjà en cours en France. C'est pas que l'ours polaire, c'est pas la France en 2100, c'est déjà maintenant, en fait. En France, déjà, on a une température qui s'est réchauffée d'1,5 degré. D'accord ? Donc ça, c'est constaté. On sait aussi qu'on a 2 fois plus de canicules, qu'on en a eu 2 fois plus ces 30 dernières années que les 30 années précédentes. Donc on a en plus un phénomène qui s'accélère. Et on le constate déjà vraiment. Alors c'est vrai qu'en région parisienne, on est peut-être moins habitué parce qu'on a moins ce lien à la nature, donc on le voit moins. Bon, par contre, la canicule, en général, vous la sentez bien passer, mais les autres impacts du changement climatique, c'est probablement moins parlant pour vous. Donc deuxième idée très forte, vraiment à garder en tête, le changement climatique est déjà en cours en France. À vrai dire, comme partout dans le monde, on constate une accélération du réchauffement depuis les années 80. Voilà. Après, pourquoi c'est pas encore désespéré, c'est qu'on a encore la main. D'accord ? Ça, c'est très important aussi à garder en tête. C'est que, certes, si on ne fait rien, on va vers un réchauffement de 5 degrés, 7 degrés en France, avec des étés à 50, 55 degrés. C'est super agréable comme idée. Maintenant, ça, c'est si on ne fait rien. Si on fait quelque chose, le réchauffement, il sera plutôt à 1,5 degré, donc 3 fois moins élevé. C'est incroyable de se dire que là, on a la main pour faire en sorte que le réchauffement soit 3 fois moins important que si on ne faisait rien. Donc vraiment, gardez ça en tête. On a la main, c'est pas encore désespéré. En revanche, moi, mon métier aussi, c'est de s'adapter au changement climatique, c'est de dire, en fait, si on regarde l'inertie du système climatique, en gros, le climat qu'on aura en 2050, c'est plié, en fait. C'est essentiellement dû à nos émissions de gaz à effet de serre précédentes. Donc vous pouvez remercier vos parents, vos grands-parents, nous aussi un peu. Mais globalement, c'est dû à nos erreurs du passé.
Le climat 2050, on sait à peu près ce que ça va être, il y a très très peu d'incertitudes, donc il faut se préparer à ça. Ça, c'est mon rôle à moi, de dire attention, une chose, vous avez encore la main pour au-delà de 2050, vraiment, et c'est le moment d'agir. On a une fenêtre très très courte, mais on a encore une fenêtre. Vous me reposez la question dans 10 ans, je pense que je ne vous donne pas la même réponse. On a vraiment un créneau pour agir, vraiment, et de manière forte. Alors par contre, c'est sûr qu'il va falloir y aller franco, parce que en gros, il faut arriver à neutralité carbone. C'est un terme scientifique qui ne vous parle pas beaucoup, mais de dire notamment, on n'a plus du tout recours aux énergies fossiles. Et quand on voit notre dépendance actuelle aux énergies fossiles pour faire de la moindre chose, ça va être très impactant. Mais on peut encore le faire. En revanche, il faut aussi se préparer à 2050, parce que là, on sait ce qu'on va avoir. On va avoir des réchauffements, on va avoir des canicules. Celles qu'on a eues, les deux qu'on a eues l'été dernier, ça a dû vous marquer, mais à horizon 2050, ça risque d'être vraiment ce qu'on aura à peu près tous les étés. On a déjà une canicule tous les 2 ans. Ça ne reste pas dans notre tête, mais on en a déjà une tous les 2 ans. Donc se préparer à ça, se préparer à ce que la mer continue de monter, parce que ça, elle monte. On ne le voit pas forcément, mais ça monte. On sait qu'on aura de plus en plus d'épisodes de précipitations comme on a eu, là, ce qu'on appelle les épisodes Cévenol, quand vous avez 6 mois de pluie qui tombent en 2 jours. Ça, il faut s'y préparer. À l'inverse, on aura aussi probablement un manque d'eau. Si on continue à gaspiller l'eau, à croire que c'est une ressource inépuisable, on va avoir des problèmes. Donc, il faut vraiment se préparer à tout ça, mais vraiment, on peut agir dès maintenant pour se préparer à ça, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de garder la tête dans le sable. Tout ça va arriver, donc autant faire face et se préparer, et se dire que vraiment, c'est maintenant qu'on peut encore agir pour au-delà de 2050, et vraiment avoir un vrai impact. 1,5 degré de réchauffement, on sait gérer. Des étés à 50 degrés, je pense que personne ne sait gérer. Voilà. Donc il faut rester dans cette idée qu'on peut le faire. Maintenant, à moi toute seule, je ne vais pas pouvoir faire ça. On a vraiment besoin de tout le monde. Ce sont des décisions impactantes, ce sont des choix de société. Concrètement, on ne vous dit pas qu'il faut retourner à vivre dans la cave, dans une caverne avec des bougies. Ce n'est pas du tout ça qu'on vous dit. En revanche, on dit qu'à un moment, il faut changer de logiciel. Et c'est maintenant qu'il faut changer de logiciel. Merci beaucoup, Marie Carrega. On peut applaudir, premier intervenant. On va aussi voyager avec les applaudissements. On va continuer le voyage avec Yann Verling, ambassadeur à l'environnement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Yann, après avoir écouté Mme Carrega, les informations qu'elle nous a données, quel regard portez-vous sur l'état de l'environnement ? Comment, compte tenu de votre poste, pouvez-vous compléter ces informations et peut-être nous donner quelques moyens d'agir ? Et j'aimerais aussi préparer la transition du voyage vers le monde du cinéma, que nous parliez également dans votre réponse du film Minuscule, car j'ai ouï dire que l'ambassadeur que vous êtes avait traîné dans l'univers de ce film. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir, organisé ce rendez-vous, et de m'y avoir invité. Je vais parler de Minuscule dans un instant. Je voudrais d'abord dire, peut-être, parce que je ne sais pas par quoi commencer, tellement il y a de choses à dire, et je veux être en complémentarité de ce que vous venez de dire à l'instant. Peut-être vous inviter à aller au musée de l'Homme. Quand vous aurez un peu de temps, allez au musée de l'Homme. J'y suis allé il n'y a pas longtemps, en famille. C'est tout nouveau, ils ont tout refait, c'est très chouette. Ça fait 1 an que c'est tout à fait nouveau. Et vous avez un parcours qui vous conduit à repenser ou revoir ou remémorer, si vous ne le saviez pas, c'est très instructif, l'histoire de l'humanité, d'où on vient, où on est aujourd'hui, etc. Et ce qui est frappant, c'est que à l'échelle de l'histoire de la Terre, milliards d'années de vie déjà de cette planète, l'apparition de l'homme, elle est à 200-300 000 ans en arrière seulement. Pour ceux qui ont lu le dernier best-seller de Sylvain Tesson sur la panthère des neiges, les fauves, ils ont 15 millions d'années de vie sur Terre. Nous, 300 000. Voilà. Donc c'est juste pour vous faire une petite échelle d'évaluation. 300 000 années de vie sur Terre pour le sapiens que nous sommes. Et il y a 60 000 ans, il y avait encore 4 ou 5 autres espèces d'humains sur Terre qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont disparu il y a 30 000 ans. C'est interrogeant sur notre propre espèce. Et on ne sait pas pourquoi les autres espèces humaines ont disparu. On a un petit soupçon sur le fait qu'on a fait quelque chose là-dedans.
Et surtout, depuis l'apparition de Sapiens Sapiens, et puis notre émergence, on va dire, en espèce dominante déjà parmi les autres humains il y a 30 000 ans, et depuis maintenant quelques siècles vis-à-vis de toutes les autres espèces, grâce à nos capacités cognitives, l'espèce humaine est devenue une espèce dominante, évidemment, sur la planète. On va tout doucement approcher les 10 milliards de personnes sur Terre. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que nos capacités cognitives qui nous ont amenés à être aujourd'hui dans cette salle avec une salle éclairée, avec des rideaux qui sont tissés, avec des chaises fabriquées. Enfin, quand on réfléchit à ce qu'on a fait, c'est époustouflant. Et en même temps, ces capacités cognitives qui nous ont fait aller sur la Lune, elles sont en train de nous mettre dans une situation où on va peut-être être, et c'est dans un espace de temps, encore une fois, ridicule quand on compare au niveau de l'échelle planétaire, en peut-être 200, 300, 1000 ans, même 1000 ans, enfin c'est encore très peu, dans 1000 ans, on pourra avoir tous disparu par le fait même de nos propres capacités cognitives qui nous font détruire notre environnement, notre planète, et donc nous-mêmes. Alors, rassurons-nous pour ceux qui sont plus amoureux de la nature et de la planète que de l'humanité, la planète a déjà subi 5 extinctions massives d'espèces. Elle s'en est remise, la biodiversité s'est remise de tout ça. Donc, notre disparition, ce n'est pas la disparition de la planète, elle s'en remettra très bien. Donc, le sujet, c'est nous. Et donc, c'est ça qui est le plus frappant, c'est qu'on va peut-être être l'espèce qui aura eu la présence la plus furtive sur cette planète, parmi toutes les autres espèces. Encore une fois, les fauves sont là depuis 15 millions d'années. Nous, d'ici 1000 ans, pour avoir tous disparu en s'auto-détruisant, parce qu'on aura détruit notre environnement. Et c'est ça qui est le plus frappant. Alors, le deuxième élément le plus frappant, c'est que grosso modo, l'humanité, sur ces 40 000 dernières années, 30 000 dernières années, elle a à peu près vécu, même si elle a été bien dure avec son environnement, ça a été une lutte au couteau, la lutte entre l'humanité et la nature, mais grosso modo, sur les 40 000 années, elle a vécu 39 000 années, même 39 500, 600, 700 années en harmonie avec la nature. Et la dégradation massive de la nature et de l'environnement que nous sommes en train d'opérer, on l'opère depuis 150 ans seulement. Encore une fois, regardez bien l'échelle, c'est rien du tout. Ça fait 150 ans qu'on s'acharne comme des malades à détruire absolument tout ce qui est autour de nous. Les résultats d'aujourd'hui, c'est juste pour vous faire un petit état des lieux encore, c'est que l'année dernière, on a accueilli à Paris toute la communauté scientifique internationale du monde de la biodiversité. Ça s'appelle l'IPBES pour ceux qui veulent connaître les termes. C'est l'équivalent du GIEC pour le climat. Il y a l'équivalent pour la biodiversité, c'est l'IPBES. On les a accueillis l'année dernière en avril et ils ont sorti des chiffres, il y en a énormément. Moi, il y en a un qui m'a frappé énormément. C'est que, d'abord, au cours des 40 dernières années, nous avons détruit 60% du monde sauvage. 60% du monde sauvage planétaire a disparu au cours des 40 dernières années. C'est-à-dire que vraiment, on y va franco là, ces derniers temps. Donc 60%, il faut vous rendre compte de ce que ça veut dire. Et pour vous donner une autre image de traduction de ce que ça peut vouloir dire, si vous prenez 10 mammifères sur Terre aujourd'hui, 10 mammifères sur Terre aujourd'hui, vous en avez 6 de ces mammifères, ce sont des animaux d'élevage destinés à la consommation humaine. Des bœufs, des cochons, des moutons, des agneaux. 6. Vous en avez 3, c'est nous. Les 3 autres mammifères, c'est nous, c'est les humains. Et le dernier mammifère qui reste, c'est un mammifère sauvage. La proportion d'animaux sauvages par rapport à tous les autres animaux mammifères, c'est ça. C'est 1 sur 10. Voilà ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est l'état des lieux. Alors, je ne vais pas dire autre chose que ce que ma collègue a dit. On est dans une phase un peu cruciale, c'est-à-dire qu'on a encore quelques années pour changer la donne. L'élément positif à se dire, ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'on peut encore changer la donne, on peut encore inverser les choses. Pour le climat comme pour la biodiversité, c'est la même chose, c'est-à-dire que, en gros, on a quelques décisions dures à prendre, on va y revenir peut-être plus tard, on a des décisions dures à prendre, mais ça peut encore changer. Là, ce qui est formidable avec la biodiversité, plus encore que pour le climat, parce que pour le climat, on sait que les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, elles auront un impact quand même dans plusieurs décennies. Pour la biodiversité, ça va plus vite. C'est ce qui est plus rassurant. C'est que quand, par exemple, j'ai visité il n'y a pas longtemps une aire marine protégée
pour ceux qui connaissent, c'est au large de Banyuls, c'est l'aire marine protégée de Cerbère-Banyuls, en face de pas loin de Perpignan. C'est une aire marine protégée qui a été mise en place il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, alors les experts, j'ai fait un peu de plongée sous-marine avec eux là-bas, ils m'ont montré. Donc il y a 10 ans, il y avait plus que 3 mérous qui se baladaient là et qui étaient vraiment, c'était à deux doigts de disparaître. Il y avait 3 mérous. Et ils ont mis en place cette aire marine protégée. Ça a été compliqué avec les pêcheurs. Ils ne voulaient pas entendre parler de ça parce qu'évidemment, ça mettait en cause leurs propres activités. Mais ça a été fait. Et aujourd'hui, il y a donc ça a été mis en place. Et en gros, en 4 ans, 5 ans, maintenant, ils ont compté 600 mérous. Donc la biodiversité se reconstitue en 2-3 ans quand on se met à protéger un espace donné, un écosystème donné. Ça va très vite. Donc c'est simplement une question de décision. Au passage, les pêcheurs en question sont les premiers défenseurs de cette aire marine protégée aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le droit de pêcher dans cette aire marine, mais par contre les mérous, ils ne restent pas là, hein, il n'y a pas de frontières. Donc une fois qu'ils se sont reproduits, qu'ils sont bien et qu'ils sont là, ils vont se balader et là ils sont pêchés. Donc en fait ça devient un réservoir de reproduction de poissons. Voilà. Alors minuscule, j'ai pas eu l'honneur d'être carrément impliqué dans la réalisation et dans la construction. J'aurais adoré faire ça, mais non, mais simplement minuscule. J'ai organisé une projection particulière pour on va dire la communauté de ceux que je côtoie au quotidien, des hommes politiques, des parlementaires, des chercheurs, parce que je trouvais que ce film avait quelque chose de et la salle était remplie d'enfants. Ce film avait quelque chose d'essentiel au sens où il montre la nature dans ce que ça a de plus amusant, de plus ludique, de plus jovial. Et j'ai bien vu à l'issue de cette projection, on a fait d'ailleurs un débat avec la salle, avec les réalisateurs, c'est que les enfants qui étaient présents, et même les adultes, ont posé des questions très simples, très, très ordinaires, on va dire, sur cette biodiversité qui leur parle au quotidien, et à laquelle ils tiennent. Et ce qui, moi, me touche, on va dire, c'est que les générations qui arrivent, les enfants qui sont des adultes demain, et vous étiez tous dans cette situation, c'est que ce sont des moments cruciaux pour leur faire entrer des messages dans la tête. Pas de manière forcée, hein, c'est pas du bourrage de crâne, mais eux-mêmes, ils sont déjà sensibles à la petite coccinelle, à la petite mouche, à la petite araignée, etc. On leur adresse 2-3 messages de plus en leur disant « il ne faut pas l'écraser, il ne faut pas la tuer, toute vie mérite respect, etc. » Ça s'intègre dans leur tête, et ça, moi je le vois aujourd'hui pour une partie des décideurs qui ont mon âge ou qui sont un peu plus jeunes et qui ont eu cette chance d'avoir une éducation à l'environnement quand c'était à l'école. Aujourd'hui, ils n'imaginent pas un seul instant prendre des décisions qui seraient contraires à ce que on vient de dire là. Et mon espoir, il est là-dessus. Il est sur ces générations qui arrivent, qui ont été formées, qui ont été éduquées, et qui aujourd'hui, on n'est plus obligé de forcer la main à des décideurs pour prendre des décisions. Ils ont compris le système. Après, c'est compliqué, hein, mais ils ont compris le message et ils y vont. Donc les générations qui arrivent, à mon avis, vont aller vite dans la décision. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Yann Verling. On continue notre voyage à présent avec un intervenant qui a voyagé professionnellement parlant. Ce voyageur s'appelle Jean-François Camilleri. En effet, après 11 années passées à la présidence de Walt Disney Company France, Benelux, puis Maghreb et Afrique francophone, il prend la décision, il y a 1 an, de tout quitter, en fait de quitter l'autoroute Disney et de s'engager sur un chemin, le chemin d'EcoStudio. EcoStudio, c'est la société qu'il a créée, une société qu'il a créée avec l'ambition de produire des films à message. Dit différemment, de produire des films aussi engagés qu'engageants. Il était présent sur le Festival Le Temps Presse l'an passé avec le film One Way Ticket. Et cette année, avec le documentaire What the Fish, What W-A-2-T. Alors avant de laisser la parole à Jean-François Camilleri pour qu'il se présente, j'aimerais qu'il nous parle également de ce cheminement professionnel entre son ancien poste et celui d'aujourd'hui qui l'a mené à la production d'Impact, qui est vraiment un genre à part entière. Bonjour à tous, merci beaucoup de me permettre d'être sur cette scène ce matin. Oui, c'est en effet un grand voyage et j'ai en fait passé 30 ans chez Disney. C'était mon premier
mon premier job. Et pendant ces 30 ans, j'ai fait des choses très très intéressantes. J'ai beaucoup travaillé sur le cinéma. J'ai commencé à Los Angeles et j'ai notamment dirigé la distribution de tous les films Gaumont et des films Buena Vista International, donc Disney, dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Et j'ai toujours pensé que pour essayer de répondre aux urgences dont vous parlez, les entreprises, et particulièrement les grands groupes, ont un rôle à jouer absolument capital. On voit bien que les gouvernements ont du mal à faire en sorte que les choses s'améliorent ou que les choses aillent toujours dans la bonne direction, et que les entreprises ont un rôle clé parce qu'elles s'adressent à des millions de personnes, à des dizaines de millions de personnes, et pour certaines, comme Disney, à des centaines de millions de personnes dans le monde. Et j'ai toujours été, que ce soit pendant les 10 dernières années où j'avais en effet ce rôle de président pour l'ensemble des activités en dehors de Disneyland Paris, de Disney sur plusieurs territoires, mais même avant, toujours voulu faire en sorte que Disney, puisque j'en avais la possibilité, puisse apporter quelque chose dans le débat, mais aussi dans les gestes concrets. Donc c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE, qui se développe beaucoup aujourd'hui. Mais je me suis dit qu'il fallait aller plus loin et qu'il fallait faire en sorte que ce que nous savions faire puisse servir. Et pour ça, dans 2005-2006, j'ai eu l'idée de créer Disney Nature, qui est un label de production de films animaliers fait par Disney, avec un storytelling très fort, avec le concours des meilleurs réalisateurs, des meilleurs producteurs du genre, parce que quand on s'appelle Disney, on a l'avantage de pouvoir les attirer. Et Disney Nature, à partir de 2008, a produit et sorti en salle dans pratiquement tous les pays du monde un film par an qui traitait d'un grand sujet animalier sous couvert d'une grande et belle histoire qui parle au plus grand nombre, parce que le but c'est vraiment, comme vous le disiez, de faire en sorte que très jeune il y ait une prise de conscience, et donc ces films fabriqués pour plaire dès 6-7 ans ou dès 5-6 ans, mais aussi aux plus grands, en adressant un thème spécifique, en travaillant avec une ONG spécifique, puissent faire avancer les choses. Donc à la fois dans les consciences, mais aussi concrètement, puisque dès le premier film qui s'appelait Earth, qui en français s'appelait Un jour sur Terre, qu'on a sorti en 2009, on a fait en sorte que une partie du box-office du film aux États-Unis soit utilisé pour planter 3 millions d'arbres au Brésil. Puis le second, qui était Océan de Jacques Perrin, nous a permis d'aider les Bahamas à protéger plusieurs îles, à protéger le corail autour de plusieurs îles. Puis Chimpanzé, avec l'Institut Jane Goodall, nous a permis de sensibiliser les populations au Gabon et au Congo qui vivent à côté d'endroits où vivent des chimpanzés, etc. etc. Et utiliser l'image, utiliser le cinéma pour faire avancer les choses et pour faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et il y ait des actions concrètes qui soient prises, m'a paru évident. Si j'avais été dans un groupe pharmaceutique, j'aurais bien évidemment pas fait des films pour ça, j'aurais fait autre chose. Mais à partir du moment où on était un groupe de cinéma, un groupe d'images, un groupe de storytelling et d'audiovisuel, j'estimais que c'était notre mission de le faire. Et puis, au fur et à mesure, donc on a fait au total 14 ou 15 films. Il y en a encore 3 qui vont sortir dans les années à venir. J'ai voulu aller plus loin et le problème, c'est qu'il y a quand même une limite à cet engagement. C'est une entreprise privée, c'est une entreprise cotée en bourse aux États-Unis, et bien évidemment, il faut aussi faire en sorte que sur d'autres contenus, sur d'autres business, l'entreprise fonctionne. Mais j'avais envie, moi, d'aller plus loin personnellement. Et donc, en étant arrivé au bout de l'exercice chez Disney, j'ai décidé d'en sortir pour ne me consacrer plus qu'à ça. Et donc, avec EcoStudio, produire, coproduire et faire en sorte
d'aider des producteurs, des auteurs, des réalisateurs à ce que leurs idées, leur envie de changer le monde à travers l'image, que ce soit en documentaire, en fiction, en long métrage, en série télé, en série pour des plateformes, quelles qu'elles soient, pour que leur envie devienne quelque chose de concret et qu'on puisse les aider à faire ça. Donc aujourd'hui, EcoStudio est une organisation qui travaille avec donc ses producteurs et ses auteurs. On a fait One Way Ticket, qui est un film très intéressant sur des migrants, sur une famille congolaise qui était réfugiée en Ouganda et qui, grâce à un programme d'une ONG américaine, s'installe aux États-Unis. Qui a été présenté au Temps Presse l'an dernier, What the Fish, qui est un film de 50 minutes sur le combat des artisans pêcheurs britanniques et français contre les gros conglomérats néerlandais qui font de la pêche électrique et qui détruisent tout l'écosystème en mer du Nord. Et on a fait d'autres films, dont un qui s'appelle Demain est à nous, qui est sorti en salle au mois de septembre, qui suit des enfants dans le monde entier et ce qu'ils font pour leur communauté, avec notamment Aïssatou en Guinée qui se bat contre les mariages forcés, ou José Adolfo au Pérou qui a créé une banque solidaire pour les enfants. Le film vient de sortir en DVD, je vous le conseille. Voilà, j'ai fait ça comme ça, c'est bien. On a sorti un film qui s'appelle Freedom sur l'esclavage moderne, un film très très dur qui raconte l'esclavage moderne sur les bateaux en Thaïlande. Qui vont pêcher du poisson, qui servent chez nous à faire des croquettes pour les chiens et les chats. Voilà, et puis on est en travail sur un très beau et très grand film d'Aïssa Maïga, la comédienne qui réalise son premier long métrage, qu'on tourne au Niger actuellement, qui s'appelle Marcher sur l'eau et qui raconte la vie d'un village avant, pendant et après la construction d'un puits et tout ce que cela représente, puisque un puits dans un village africain, c'est la certitude pour les enfants qui n'ont plus besoin de marcher pendant des heures pour aller chercher de l'eau et le rapporter. Et les enfants qui font ça, c'est généralement les filles. Donc puisqu'elles font ça, elles ne vont pas à l'école. Puisqu'elles ne vont pas à l'école, elles n'ont pas d'éducation. Elles ne font pas d'études. Il y a des mariages forcés derrière. Il y a des mutilations faites aux jeunes filles. Et donc un puits et l'eau, c'est beaucoup plus que de l'eau. C'est la santé, c'est l'alimentation, c'est l'éducation, c'est la lutte contre les mariages forcés, etc. Et c'est ce que le film raconte grâce à Issa Maïga. Merci beaucoup, Jean-François Camilleri. Sans aucun jeu de mots, il y a plein d'échos dans ce qu'il vous a dit, hein, vous avez compris. Dernier intervenant, cette table ronde, dernier récit du changement. Nous avions commencé avec des faits, des constats. J'avais promis de vous rapprocher des émotions. On a un peu commencé avec Jean-François, avec ses productions et toutes ses envies de production impactantes. Poursuivons à présent l'aventure avec Mathieu Baudin. Mathieu, vous êtes le cofondateur et directeur de l'IFS. L'IFS, c'est l'Institut des futurs souhaitables. Alors, l'amoureux des mots et de la sémantique que je suis a forcément commencer par décrire ce que j'ai ressenti, le plaisir que j'ai ressenti à découvrir votre site, où se dégage plein de choses. Il y a des punchlines, il y a des jeux de mots, il y a des phrases chocs qui sont aussi ludiques que pédagogiques. Et vous avez fait le choix qu'on fasse une conversation plus qu'une présentation. Donc, ma toute première question, l'Institut des futurs possibles. Rien que l'appellation... Voilà, souhaitable. A priori, c'est souhaitable parce qu'elle est possible, on les a mal fait vu l'état du monde. Donc là, j'adore ce lapsus donc parce qu'on va s'en passer servir, la justement. seconde là. Et comme c'est une conversation, oui, ça commence directement. Donc voilà, il est possible le futur souhaitable, on va en parler. Et cette appellation, forcément, vous avez vu, elle invite au voyage. Et on va continuer parce que pour moi, c'est un boost de créativité tout ce que j'ai vu. Et vous m'avez confié, lorsqu'on s'est parlé hier, il a été nourri à Indiana Jones, à Star Wars. Et en fait, cette école, l'IFS, c'est un peu une école de Jedi. En tout cas, c'est l'école dans laquelle il aurait voulu être. Donc en quelques mots, pouvez-vous me relever cette mission? Attention, présentez-vous brièvement et quelle est la spécificité et la singularité de cette école? Incroyable. Donc on va directement sur l'intime, donc sympa. Donc déjà juste Indiana Jones et Star Wars, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça prouve quand même que ce que vous faites est vraiment impactant.
puisque moi je suis un gamin des années 70, je suis un gamin des 30 rugueuses. Hein. Moi les 30 glorieuses, j'en ai entendu parler, mais a priori, quand je suis né, il y avait déjà Renaud qui chantait C'est la merde, et donc quand il fait son comeback, c'est encore la merde, ce qui veut dire que c'est pas entre nous une crise, mais bien une métamorphose. C'est une crise de 40 ans qui vous laisse augurer que ça peut revenir comme avant, ça n'existe pas. Et j'étais nourri à Star Wars et à Indiana Jones, c'est vrai que j'ai fait la jonction des dieux, lapsus, des deux, pardon. C'est peut-être le Indiana Jones 4 dont je suis en train de vous parler là. Ce que je veux dire, c'est que les histoires qu'on se raconte, c'est important. On le sait depuis la nuit des temps, on le sait, nous, comment ça nous a construit. Et donc, moi, j'ai accepté de venir avec grand plaisir avec vous pour parler avec vous quelle histoire on se raconte au XXIe siècle pour passer dans le 22e, dans un sas là qu'on est en train de vivre, une métamorphose incroyable. Donc moi, je suis historien à la base, intéressé par les utopies comme un moyen de dépasser la réalité politique. Moi, j'ai vu qu'il y a des femmes et des hommes depuis 10 000 ans et plus qui se racontent des histoires avec une telle force qu'ils arrivent à les faire advenir. Et moi, je m'intéresse à c'est quoi cette force. Et la prospective, donc l'art d'imaginer les futurs, finalement, c'est un peu le même métier, sauf qu'on ne regarde pas du même côté. L'historien, il n'est pas à côté de tous les protagonistes dont il parle quand il en parle. Et la prospective, on n'est pas dans le futur vraiment quand on en parle. On prend des éléments et des variables et on en fait des histoires. Et donc, le vrai but de l'Institut, c'est quelles sont les histoires qu'on va se raconter. Nous-mêmes, en fait, c'est pas, ça ne va pas être donné, c'est quel est le libre examen au XXIe siècle pour pouvoir choisir sa vie. Et ça, c'est un combat sempiternel. À la Renaissance, le libre examen, c'était le kiff pédagogique de la Renaissance. Vous donnez les moyens de choisir votre vie dans un siècle pétri par les dogmes. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça, là où il y a d'autres dogmes? Ils ne sont plus nécessairement religieux, même s'ils reviennent. Mais par exemple, un dogme que vous devez bien connaître, c'est le court-termisme. À quel moment on s'est dit tous là que le court terme, c'était l'horizon de temps qu'il fallait travailler? A priori, avant, ce n'était pas comme ça. Donc la prospective que je pratique réhabilite le temps long dans les décisions présentes. Ok, donc vous avez vu dans le voyage, on propose aussi un concours de lapsus. Donc là, le score, c'est 1 partout pour ceux qui suivent. Donc ça, c'est pour les scénarios à venir. Moi, je suis direct allé sur Dieu quand même. Hein, donc, J'ai vu, mais je vais me rattraper. Je vais sortir un truc là, je ne sais pas ce qui va arriver. J'ai aimé sur votre site ressentir votre philosophie résolument optimiste et votre volonté d'imaginer demain. J'aime dire que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et aujourd'hui, pour savoir où l'on est, on a des constats avec les orateurs qu'on a écoutés. Et si je prends la métaphore du GPS, c'est quoi la destination de l'IFS, de l'Institut des futurs souhaitables? C'est possible, mais souhaitable surtout. En fait, la prospective, vous avez parlé d'émotion, mais je pense que plus que d'émotion, c'est une attitude. En fait, c'est quelle est l'attitude qu'on a par rapport à l'avenir qui, si elle est bien faite, nous libère dans le présent. Tout l'enjeu pour moi, le combat préalable de tous les combats, c'est la bataille des imaginaires qui est à l'œuvre en ce moment. Et celles et ceux qui vous disent que demain est plié, souvent, c'est qu'ils ont un agenda. Si ce n'est pour eux, c'est peut-être pour vous. Demain est profondément ce que vous allez en faire. C'est un territoire de volonté, et ce, depuis toujours, finalement. Se rappeler ça, je pense qu'il est important de se rappeler ça. Oui, un futur noir est possible, entre nous, surtout si on ne fait rien. Et oui, un futur souhaitable est possible, surtout si l'on y contribue. Tout ça est une apologie de la volonté humaine. Donc, comme je ne me rappelle plus la question, ma réponse, c'est ça, en fait. La question, c'est quoi la destination oui, voilà, de l'IFS? C'est celle que vous allez choisir. Exactement. Donc là, c'est aussi une idée de scénario. Non, mais c'est du libre examen. C'est quoi la capacité à choisir? À mon avis, on a plus besoin d'une boussole qu'une destination en ce moment. On a justement tellement tous de GPS dans nos vies, et regardez dans la rue, les gens disent « t'es où ?» Donc ça veut bien dire que le GPS ne résout pas la vraie question de « où est-ce que je vais ?» Donc la boussole interne, qui est une boussole très philosophique, c'est celle qu'on essaye de donner à l'Institut des futurs souhaitables, grâce au constat du monde, bien conscient de ce qui arrive, mais aussi en vous donnant les pouvoirs, des armes de construction massive, pour essayer d'aller où vous souhaitez aller. Et en plus, il est médium, parce qu'il a deviné ma prochaine question. C'est extraordinaire, cette transition. Donc, je reviens à son site, parce que j'ai vraiment un coup de cœur sur ce site, et il vous donnera, Mathieu, les références du site pour le retrouver, de l'IFS. On est accueilli d'emblée sur ce site par une phrase, écoutez bien, « La fin d'un monde n'est pas la fin du monde ». Une phrase que je trouve aussi choc que positive, et aussi évidente que réflexive. Les mots ont un pouvoir, et en faire un usage averti, pour moi, c'est vraiment important. Et il parle de propagande positive sur ce site, en proposant effectivement des armes de construction massive. Quel est votre mode opératoire, si je peux dire ça comme ça, et quels sont ces outils, ces armes que vous diffusez grâce à vos actions? Alors, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde.
qui est une phrase maintenant qui a été bien reprise, mais c'était notre slogan pour le 21 décembre 2012 au soir, qui était la fin présumée du monde, par celles et ceux qui instrumentalisaient ces pauvres Mayas. Et nous, on avait fait une soirée à la Gaîté Lyrique, la soirée Fuck les Mayas, la soirée des optimistes. C'est pas très gentil pour les Mayas, parce que, à mon avis, ils avaient plus de pierres dans le calendrier. Ils se sont dit, mais ça s'arrête là, mais parce que j'ai plus d'espace. Et on avait pris 220 scientifiques, économistes, de gens de plein de domaines différents. Et à minuit, on a célébré la fin d'un monde qui n'était pas la fin du monde. Entre nous, c'est peut-être l'opportunité de passer à autre chose. On fait un seuil, on dépasse une histoire qu'on s'est construite au 19e siècle pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, nous, notre mode opératoire, c'est que il y a une vertu dans les futurs souhaitables, dans la prospective. En gros, quand vous prenez le temps du futur, vous avez 4 scénarios. Vous avez autant de scénarios que de gens pour les faire, mais il y a 4 tendances dans les scénarios. Le premier, c'est le scénario tendanciel. Vous prenez l'existant et vous le prorogez. En gros, il y a de la mobilité douce un peu partout là, dans la grande métropole. Il est fort à parier que la mobilité douce arrive aussi dans les villes intermédiaires et les villes plus petites. Le scénario noir, vous êtes assez friand, j'ai hâte qu'on en parle, parce que les scénarios de science-fiction des 50 dernières années ont un appétit pour montrer quand même la réalité augmentée de ce que l'humain a de pire. Donc le scénario noir, il a une vertu cathartique, c'est-à-dire que voilà là où on ne veut pas aller. Le scénario de rupture, c'est le scénario que les conférences TED aiment bien. C'est le petit fait porteur d'avenir qui, si ça passe à l'échelle, ça change tout. Et donc, il est très difficile de le trouver avant qu'il n'advienne. Tout l'art, justement, de la prospective, c'est de chiner ces signaux faibles avant que ce soit une évidence. Et le scénario souhaitable, lui, à la différence des 3 premiers qui prennent l'existant et qui l'amendent, qui prennent et qui font des courbes différentes, le scénario souhaitable, vous allez à la destination que vous voulez voir traitée. Nous, en l'occurrence, 2040. C'est assez loin pour voir différemment et assez près pour que tout le monde soit là. Et vous prenez le temps de vous dire ce que vous voulez voir advenu dans le futur. Ça prend plus de temps, ça prend plus de responsabilité dans l'action, mais vous partez de ce futur et vous reculez pour voir toutes les variables à abaisser pour arriver à votre volonté. Ça a une vertu, c'est que vous ne prenez pas l'héritage, vous n'êtes pas lié nécessairement parce que vous avez, mais vous êtes plutôt lié à ce que vous désirez. Et entre nous, et je pense que ce sera la première des questions que je vais vous poser, ça n'attise pas les mêmes parties du cerveau. Ce n'est pas tellement le reptilien qui est convoqué dans le souhaitable que le préfrontal qui est le siège de l'imaginaire, ça tombe bien. Et bien juste avant d'enchaîner sur les questions-réponses, une toute dernière question. Ils n'ont pas qu'un site, ils ont aussi une page Facebook. Et on est aussi accueillis par une phrase. Et cette phrase, c'est « Ouvrir les futurs pour libérer le présent ». Donc j'ai été gâté, moi, le fan des métaphores, des messages, il y en a partout, allez-y. Et donc, si je parle de cette phrase, ces portes qu'il faudrait ouvrir, donc en l'occurrence le futur ou les futurs, quel présent on pourrait emmener une fois qu'on a ouvert cette porte, à voyager à travers ces portes, et dit différemment, qu'est-ce qu'on pourrait garder de ce présent, qu'est-ce qui serait souhaitable pour l'emmener avec nous vers ce futur qui est également souhaitable. Puisque tout n'est pas acheté, on fait un constat, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on emmène avec nous? Donc ouvrir les futurs pour libérer le présent, je pense que c'est la raison d'être la plus, pour nous, jolie qu'on peut donner. C'est vraiment une attitude. Donc vous êtes partie prenante de cette aventure comme les médias, comme les romanciers, comme les romancières. C'est ce qu'on peut donner de plus en préalable à toute chose. Moi, j'aime bien rappeler qu'on est toujours aussi ridicule en Tesla électrique dans un embouteillage, en fait. C'est pas une question de technologie, la solution, c'est une question, c'est quoi la mobilité, en fait. C'est pas nécessairement du transport. Donc il faut être en amont de tout ça pour essayer de voir loin, voir large, voir profond, penser à l'humanité, prendre des risques. Et ça, c'est la définition de la prospective telle que Gaston Berger l'avait pensée dans les années 50. Donc vous voyez, c'est un vieux combat, cette aventure. Et donc, il n'y a pas de tout acheter, évidemment, dans le présent, voire même, moi qui suis historien, il y a pas mal de choses à aller récupérer dans le passé, nous qui avons oublié un certain nombre de choses de l'ordre de l'essentiel, nous qui pensons que les 30 glorieuses, peut-être qu'on ira directement sur le fond du sujet, c'est la norme alors que c'est une exception quasi culturelle dans l'échelle de l'humanité. Et donc, c'est pour ça que les peuples premiers sont redevenus finalement postmodernes parce qu'eux n'ont pas perdu ce contact qu'ils ont avec la nature, nous qui l'avons savamment coupé à la Renaissance. Donc, demain, dont je vous dis quand même qu'il n'a pas de nom. On est dans une zone de postmodernité. Hein. On est après la modernité, mais on n'a pas encore de nom. Il tient à nous tous d'écrire le nom de la période dans laquelle on va être, ce qui est quand même un luxe qu'assez peu d'humains ont eu. Eh bien, dans cette période de postmodernité, je pense qu'il y a de la place pour de la découverte du neuf et pour de la redécouverte, pour aller repuiser dans le passé une partie des choses qu'on a oubliées. Merci beaucoup, Mathieu Baudin. Applaudissements, s'il vous plaît.
Donc notre objectif, brièvement, avec ces récits du changement, c'était d'inspirer les talents, les producteurs présents dans la salle, le monde du cinéma, par ces interventions. Et là, maintenant, on va interréagir. Juste, je fais une mini-synthèse, moi, en 4 phrases. Donc j'ai retenu, la situation est grave, mais pas désespérée. Il faut aller au musée de l'homme, ça j'ai noté. Demain est à nous. Et souhaitable et possible, tout dépend de l'attitude. Voilà. Et Tesla et Renault, finalement, on en parlera plus tard. Je donne la parole à la salle. Il y a un micro qui va circuler. On fait ça de façon très informelle, le plus interactif possible. Il y a un petit écho. Et on profite de la présence de nos 4 experts pour échanger et aller commencer à travailler nos scénarios et nos films impactants à message. Donc la première question, souvent la plus dure à poser. Au pire, j'en ai, et j'en connais aussi qui en ont. Hop, une question là-bas. Bonjour à tous. Alors, c'est plus un témoignage. Je viens d'arriver, je suis un peu en retard. C'est un témoignage, en fait, sur l'Institut des futurs souhaitables, parce que j'ai fait partie d'une lab session, très récemment. Entre guillemets, entre parenthèses, je suis aussi comédien, scénariste, et ça m'a ouvert, en fait, des perspectives de mieux comprendre, en fait, les enjeux d'aujourd'hui, et d'avoir envie de nouvelles histoires à raconter. Et pour le coup, je dirais que cet institut est intéressant parce que les informations auxquelles on a accès, c'est un condensé, c'est une synthèse. Des fois, on se fait peur. Et puis, il y a aussi des belles choses, des belles initiatives qu'on ne voit pas dans les médias. Et là, on commence à avoir accès à d'autres sources d'informations. Donc, du coup, moi, ça me fait travailler mon imaginaire différemment et j'ai envie de raconter d'autres histoires. Voilà. Suspense, il y aura plein d'histoires. Le micro, là-bas, Marc Non, mais je vais poser une question le temps que le micro voyage, ou sinon, parce que sinon les micros sont là, et donc il ne faut pas hésiter à se lever, parce qu'il y a un micro qui est ici. Il y en a un autre ici. Et voilà. les micros ne peuvent pas forcément voyager jusque là-bas. Donc ceux qui ont des questions, n'hésitez pas Yann va le plus loin possible, si tu veux, Voilà. comme ça c'est un repère pour le monsieur. Et en moi, attendant, Marc voilà. pose sa question. Alors moi j'ai une question pour Marie Carriga sur... en fait, quand on parle parce qu'on on fait des constats, c'est des constats qui, vous avez des sources. Ces sources aujourd'hui, lesquelles sont-elles et à quel point elles sont fiables? Et ce que vous avez aujourd'hui quand vous récupérez des informations pour la France, est-ce qu'en fait cette source est la même pour tous les pays? Est-ce qu'il y a un emplacement où voilà, il y a une sorte d'information qui est validée, authentifiée et qui est distribuée pour qu'elle soit effectivement réutilisée et qui nous serve effectivement sur les données que vous nous donnez pour nous dire c'est une réalité? Oui, alors il faut se référer au rapport du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On va dire que le GIEC, déjà pour rappeler, ils ne font pas de recherche eux-mêmes. En fait, ils analysent toutes les publications qui sont faites dans le monde. Donc c'est un peu une expertise collective. On regarde tout ce qui a été publié et on en déduit des grands messages. Donc effectivement, le premier message qui est la température change, c'est vrai que pendant longtemps on a parlé de réchauffement climatique, parce que le fait que la température augmente, c'est ce qui est le marqueur le plus important. Ça a d'autres conséquences, mais c'est le plus important. Ça, c'est dû au fait que dans plein de pays du monde, et la France est un des pays où on mesure la température depuis le plus longtemps, on le constate ça, donc y compris la NASA le constate. Donc c'est vraiment... c'est ce que fait le GIEC, c'est qu'il expertise les travaux, les publications qui sont faites dans le monde entier. Et à partir de là, ils vont dire ça, on en est alors certains. Donc quand le GIEC dit certains, c'est qu'il y a plus de 99 etc. de publications qui vont dans ce sens-là. Ils graduent quand ils disent il est très certain, il est probable, il est plus probable qu'improbable. C'est très scientifique, donc du coup, ça correspond à un pourcentage de certitude. Donc typiquement, le réchauffement climatique est en cours et nous en sommes la cause. Ça, c'est le niveau absolu. On est quasiment à 100% de certitude, puisque de toute façon, quand on regarde les modèles, les causes naturelles ne suffisent pas à expliquer l'augmentation de la température. Si on tient compte que des causes naturelles, en fait, la température devrait être stable. Ce n'est pas ce qu'on constate, mais ce qu'on constate partout dans le monde, à la fois dans l'air, on va dire, mais aussi les océans. Les océans aussi se réchauffent. Donc il y a le GIEC qui est un peu notre groupe d'experts, mais c'est vraiment au sens large. Ils vont chercher
tout ce qui est publié en fait. Ils regardent tout ce qui est publié, ils regardent la fiabilité des équipes, est-ce qu'on a bien pris des échantillons suffisamment importants, est-ce qu'on a pris suffisamment de recul, parce que je rappelle que c'est pas parce qu'il pleut aujourd'hui que le réchauffement climatique s'est arrêté, ça c'est de la météo, c'est pas du climat, donc il faut avoir un certain recul. Donc voilà, le GIEC expertise ce que tous les chercheurs dans le monde entier constatent déjà, c'est vraiment des constatations. Et après, donc, on a ces visions assez globales qui, voilà, au niveau mondial, on s'est réchauffé d'1 degré. Après, nous, on a des chercheurs français qui sont à la pointe aussi, hein, donc ce qui fait que leurs travaux sont référencés par le GIEC parce qu'ils sont de très bonne qualité. Donc eux, ils constatent en France donc, que la température a augmenté de 1,5 degré par rapport à ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire qu'avant que les humains ne se mettent à faire un peu n'importe quoi. On a même eu quasiment 2,5 degrés en 2018. Hein, c'était une année très chaude pour nous. Donc ces chercheurs en France, donc c'est Météo France et l'Institut Pierre-Simon Laplace, voilà, on a vraiment de très bons chercheurs sur le changement climatique. On a quand même une climatologue française qui est coprésidente d'un groupe de travail au GIEC, donc c'est vraiment l'excellence française là-dedans. Donc on a ces constatations, hein, tout simplement de ça. Il y a des stations où ça fait plus de 150 ans qu'on mesure, donc on voit bien que la température augmente. Et puis, il y a donc, pour le futur, en fait, ce sont des modèles. C'est-à-dire que, typiquement, on regarde comment ça s'est passé avant, ce qui nous permet un peu de modéliser, de mettre des équations derrière tous ces phénomènes. Et après, on projette. C'est-à-dire qu'on regarde, on fait des hypothèses sur combien, nous, on va continuer à émettre. Et on fait ces projections-là. Et c'est là où je dis que c'est là où on a la main, parce que les projections, elles sont assez concordantes. Hein. En gros, c'est si on agit très vite, ce sera 1,5 degré. Si on ne fait rien, on sera au niveau mondial à 4,5 degrés, 5 degrés, donc plutôt 7 degrés pour la France. Donc, il y a les rapports du GIEC. Alors, les rapports du GIEC, c'est pas forcément facile, hein, c'est plusieurs centaines de pages, même les rapports qui sont en cours d'écriture. Là, il y en a un, il est rendu à 2000 pages, donc effectivement, c'est pas simple. Souvent, c'est de l'anglais. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent le résumé pour décideurs, donc c'est les grands messages. Et puis, on a aussi même ceux-là, c'est 40 pages, c'est pas forcément simple à comprendre. Donc, on a par exemple la Fondation La Main à la Pâte qui a travaillé sur des résumés pour les enseignants. Il y en a qui travaillent aussi sur des résumés pour citoyens. Et j'aime beaucoup cette idée. Et c'est ce qu'on essaie de pousser. La France demande en fait, pousse pour que le GIEC fasse des résumés pour citoyens. Donc je suis désolée, la réponse est très longue. Mais voilà, en gros, au niveau mondial, on a cette expertise collective qui est le GIEC, qui nous dit que ce que fait la France, que font les chercheurs français, c'est très bien. Et je vous incite à aller voir, si vous voulez plus d'informations. En fait, il y a 2 sites internet qui existent. Il y a le site DRIAS, qui est plus vraiment si vous voulez avoir des données très fines, puisqu'en fait, on a fait des modélisations sur une maille de 8 km. Donc c'est vraiment très précis si on veut savoir ce qui va se passer en France, selon des hypothèses, évidemment. Et les hypothèses... ça reste des hypothèses. Et puis, vous avez un site de plus de vulgarisation qui s'appelle Climat HD, c'est-à-dire Climat hier et demain, où là, c'est vraiment vulgarisé. Si vous voulez regarder, c'est au niveau des anciennes régions administratives. Et c'est vraiment l'état de l'art des connaissances scientifiques. Après, il y a un prochain rapport du GIEC qui va sortir en plusieurs tomes en 2021-2022. On craint que les nouvelles soient encore moins bonnes, parce qu'on voit que malheureusement, on émet encore plus de gaz à effet de serre que dans les scénarios pessimiste d'il y a une dizaine d'années. Mais voilà, ça c'est sûr qu'il y a ces bibles-là. Si vous les regardez, si vous êtes féru de science, parce que c'est assez compliqué, il y a les rapports du GIEC, mais n'hésitez pas à aller voir les sites de Météo France. Ils sont normalement beaucoup plus simples. Et puis n'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez plus de questions. Il n'y a aucun problème, on répond à toutes ces questions-là. Merci Marie Carrega. On a une question tout au fond. Oui. Alors merci à vous 4 pour vos témoignages. Moi, il y a deux notions qui m'ont vraiment interpellé, que je trouve très intéressantes, que Mathieu Baudin a souligné. C'est la notion d'utopie qui permet de transcender la réalité, enfin le présent, et la notion de futur souhaitable, de scénario souhaitable. Alors moi, ce que je me disais quand même, c'est qu'on est dans un... le politique répondait à ça en présentant des projets de société, enfin... Je parle au passé, mais c'est en tout cas, ça peut être le rôle du politique que de penser la société dans sa globalité, de la projeter dans un avenir, donc de présenter un scénario souhaitable. Or, je pense qu'on est dans une société aujourd'hui qui est assez divisée sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui est souhaitable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et je pense que, enfin, j'ai l'intime conviction que c'est de manière collective qu'on va pouvoir faire avancer de manière radicale la situation dans un moment, comme vous l'avez souligné dès le départ, on est un peu un carrefour pour l'avenir de l'homme. Et ma question, c'est comment le cinéma aujourd'hui peut apporter cette donnée
collective à un sujet comme celui-là, sans être propagandaire, c'est-à-dire sans à un moment donné faire de ce peut-être scénario souhaitable quelque chose qui est assez né comme ça, comme une réalité déjà, ou je sais pas, ou donneuse de leçons, et donc de créer en fait une envie collective de changement, et où finalement le citoyen il prend part à ce scénario sans forcément avoir mis un bulletin de vote dans une urne. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais Mathieu, ouais. Non, c'est très clair. Alors là, pour le coup, c'est très clair. Et il y a un truc d'autodéfense intellectuelle pour éviter d'être docte, c'est de mettre des pluriels dans ce qu'on dit et du conditionnel, pour éviter justement les uniques qui ont fait flinguer le XXe siècle, parce que les uniques se sont affrontés finalement. Donc l'Institut des futurs souhaitables porte sur elle aussi cet impératif de multiplier les pluriels. Par contre, moi j'ai un témoignage, ça fait 20 ans, un peu plus que je fais ce métier-là. On a fait des réflexions prospectives et ça prend le temps, du temps. Hein. Il n'y a pas de secret. Pour comprendre le temps, il faut prendre le temps. Ça, c'est aussi peut-être une contrainte que vous avez, en tout cas que les médias ont. En faisant travailler, en faisant appréhender la complexité du monde telle qu'elle est et telle qu'elle pourrait devenir, quelles que soient les obédiences, les partis politiques, les civilisations, tous les scénarios souhaitables que j'ai entendus dans tous les milieux, en fait, convergent sur un certain nombre de choses. Et moi, ça me rassure, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du post-partisan dans cette aventure. C'est plus un truc de droite, de gauche, de privé, de public, de vieux ou d'anciens, c'est de celles et ceux qui veulent aller dans un futur autre que le futur foiré qu'on nous promet. Et dans ces convergences, notamment, il y a une profonde questionnement sur la reconnexion humanité-nature. Le truc qu'on a fait à la Renaissance, qui nous a émancipés de toute la fatalité d'avant, super, ça a marché, mais maintenant c'est aliénant. Nous, alpha et oméga de toute chose, maîtres et possesseurs de la nature, c'est plus trop possible, en tout cas pas à 9 milliards sur une planète qui n'a pas quintuplé. Donc il y a un profond questionnement sur notre relation à la nature. Et tous les projets un peu fantasques, Jules Verniens, de ces architectes qui vous mettent du végétal partout, c'est pas un délire d'esthète, c'est juste une condition de survie. Donc il y a quelque chose aussi où on peut aller quand même vers une convergence sans avoir peur de la doxa. Et après, libre à nous de revégétaliser la ville et la vie, libre aux Brésiliens de faire différemment. Et en plus, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les conspiratrices et les conspirateurs brésiliens, c'est comme ça qu'on les appelle, sont exactement pareils que ceux de Porto Novo au Bénin. Il y a même un truc qui transcende la civilisation de départ pour aller vers un peu plus d'équilibre, qui est entre nous la grande promesse de la métamorphose réussie, de tout ce dont on a parlé, c'est dépasser la schizophrénie qui nous habite un peu tous pour aller vers un peu plus de congruence, d'équilibre. Et ça aussi, ça se partage, quelle que soit la zone de la planète. Vous vouliez réagir? Hey, salut, ça va? Micro. Attends, le micro est là. Pour la captation, c'est mieux de se déplacer. Tout le monde va entendre. Parce qu'on est revenu un peu à l'époque des 30 Glorieuses de Gilbert Bécaud et on est au filaire aujourd'hui. Donc c'est ça. C'est sympa. J'aime beaucoup. Je vais pas chanter non plus. Attention, il y a Mathieu qui me fait une blague avec le fil. Il l'a déjà fait tout à l'heure. Bon, ce sera coupé au montage, ce petit effet de scène. C'est pas grave. Donc, Anne-Catherine, et je connais Mathieu. Juste une question, c'est qu'effectivement, ce que tu viens de définir, en fait, il y a ça en face. C'est-à-dire, il y a de la doxa, il y a du fake news, il y a des climate denial, président des États-Unis, qui dirige le Brésil aussi. Et ça, c'est très, très bien organisé. Et effectivement, travaillant depuis 20 ans à Novétique sur ces sujets-là, j'ai vu arriver un monde en face extrêmement organisé dans de la propagande, qui fait ça. Donc comment on fait entendre les deux discours et comment on fait émerger finalement une assemblée qui, j'imagine, est très présente ici, de ceux qui tiennent tous les discours qu'on vient d'entendre, versus les autres qui sont quand même un peu plus présents et surtout qui ont un certain nombre de manettes. Merci. Marie se propose de répondre. Alors, moi, c'est une thématique qui m'intéresse parce que voilà, moi, ça fait 15 ans que je suis au ministère de l'Environnement, donc autant vous dire que les rapports qui disent que ça ne va pas, qu'il faudrait changer, ça fait un moment que j'en vois. Et moi, en tant que scientifique, c'est vrai que ça me perturbe de me dire, attendez, voici le constat, personne ne bouge, enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on... Donc, c'est des choses qu'on regarde beaucoup. Alors, souvent, les scientifiques appellent ça tout ce qui est autour du changement de comportement. Et récemment, j'ai lu un rapport qui est assez intéressant qui disait, mais à la limite, ces gens-là, c'est pas la peine de perdre son temps, essayer de les convaincre. On les convaincra jamais. En fait, il faut plutôt travailler avec les autres. Et je me dis, après tout, pourquoi pas? Parce qu'en fait,
Finalement, quand les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris, je ne sais pas si vous avez vu tous ces États, et au moment des COP suivantes, il y avait même les pins I'm still in. Voilà, je suis toujours dedans, moi, personnellement. Et il ne faut pas tout attendre comme ça d'un niveau. De toute façon, il faut qu'on y aille ensemble. Et à la limite, ceux qui ne veulent pas y aller, un peu tant pis pour eux. Hein. Enfin, moi, je pense qu'il faut plutôt prendre les énergies positives. Je suis d'accord que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Je les appelais, moi, tout à l'heure, le côté obscur de la force, qui a beaucoup plus de moyens que nous. Mais je dirais qu'à la limite, il faut juste les contourner, et puis on continue, on y va. Voilà. Et moi, je pense que les médias, et quand je dis les médias, c'est plutôt la manière dont les gens consomment le contenu que beaucoup de gens ici font, s'il y a des scénaristes, il y a des réalisateurs, des producteurs, est capital, parce qu'on a quand même plus de 230 millions, ou près de 230 millions de personnes qui sont allées au cinéma en France cette année, juste en France, et la France représente 4-5% du marché mondial, donc vous pouvez multiplier ça par 20 pour avoir, voire même un peu plus, le nombre de spectateurs en salle. Netflix a aujourd'hui plus de 150 millions d'abonnés dans le monde. Si vous ajoutez à Netflix, Amazon, bientôt Disney+, Hulu, HBO Max, un média qui n'existait pas il y a 6 ans, doit cumuler aujourd'hui facilement 300 millions de foyers dans le monde. Et c'est autant de portes ouvertes pour faire passer des contenus qui peuvent être des contenus divertissants, des contenus engagés, des contenus engageants. On peut appeler ça de l'engagetainment, donc du divertissement, mais qui permet de faire passer des histoires et de faire passer des messages importants. Et je pense que la plupart des films qui sont au cinéma, en France ou ailleurs, qui sont présentés sur Netflix, que ce soit des séries ou des films, qui parlent de ces sujets-là, parlent dans le bon sens de ces sujets-là. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui me parlent d'un film qui s'appelle Cowspiracy sur Netflix, qui a un titre pour des Français assez compliqué à dire et à comprendre, qui est un petit film, mais qui a eu énormément d'impact. Tout comme The Game Changer plus récemment, tout comme sur un sujet totalement différent, l'affaire Grégory. Qui aurait pu penser que 36 ans plus tard, grâce à un média américain qui a débarqué en 2014, l'affaire Grégory allait redevenir à la mode. Donc je pense que le pouvoir des médias, le pouvoir des images en général, peut aider dans tout ce que nous disons aujourd'hui et toutes les réflexions que nous pouvons avoir en tant que désireux d'un changement et d'un futur souhaitable. Et pour répondre à la question du monsieur, enfin c'était pas une question, c'en était une, mais oui, je crois que le cinéma, et en l'occurrence, et en général les images, pardon, peuvent aller dans le sens des futurs souhaitables. Et si il y a une convergence, comme vous le dites, des futurs souhaitables, des différents groupes de personnes, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut regarder ce qu'on peut faire à partir de ça pour en faire le décliner en série, le décliner en film unitaire, le décliner en film de cinéma, et que notre futur souhaitable soit pas que les gens ne pensent pas que la dystopie, donc est une utopie négative qui vante un monde où les humains n'ont pas accès au bonheur, soit le futur de demain. Et malheureusement, c'est vrai que dans la plupart des films d'anticipation, on n'a pas véritablement envie d'être dans le monde qu'on nous présente. Donc trouvons des moyens. Il y a déjà plein de films qui parlent directement ou indirectement de futurs souhaitables, mais trouvons-en d'autres. Merci. Mathieu voulait compléter, je crois, la réponse. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Quand on fait un sondage, le dernier film qui vous montre un monde dans lequel vous avez envie d'être, vous allez me citer Colin Serrault, La Belle Verte. Et tout le monde dit ça, en fait. Il y a assez peu de... Il y a Iron Flux, ça commence dans un monde super, mais c'est pour vous manipuler, en fait. Dès que vous ne pensez pas, on vous extrait. Donc il y a assez peu, quand même, de... Et les bronzés font du ski, évidemment. Mais il y a un côté passéiste, en fait. Hein. En fait, le ski, je ne suis pas sûr qu'avec ce qu'elle a dit, il y en a encore beaucoup. Hein. Oui.
Ça c'est sûr, c'est un présent aussi bien vécu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hein. Ça fait longtemps que tu fights et c'est passé comme ça. Mais Novetic, toi, tu fights dans la finance. Donc, imaginez la difficulté de changer votre monde à vous. Imaginez la difficulté qu'elle a à changer son monde à elle. 20 ans, hein, quand même. Hein, Moi, je te dis en 2 minutes et je vous donne, moi, ce que je ressens maintenant. C'est difficile, c'est toujours aussi difficile. Il y a vraiment une guerre de temporalité pour moi entre celles et ceux qui vous amènent dans un passé présumé connu, mais souvent moisi. Les fascistes, ils sont assez bons pour ça. Et ceux qui veulent vous emmener dans une aventure qui est demain, incertain, mais enthousiaste. Et donc, notre question, c'est comment on voyage en incertitude. Les explorateurs, ils savent faire ça. Ils se préparent même pour voyager en incertitude. On a une aventure incroyable de civilisation à vivre. Comment on s'y prépare en étant un peu résilient, mais aussi comment on est adaptable, agile, résilient pour aller voir les terrains incognita que représente le futur. On a une aventure de civilisation incroyable. Et puis, il y a une autre difficulté en ce moment. Moi, j'ai l'impression que certaines et certains, ils sont passés du « c'est pas vrai » à « c'est trop tard », sans passer par la case « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, outre que c'est un peu... on ne comprend pas pourquoi ils ont loupé la case, là, mais donc le qu'est-ce qu'on fait est la vraie question. Et moi, tu le sais, j'ai plutôt tendance à faire confiance aux individus. Et donc, dans l'éducation, chez vous, dans les ministères, chez vous, dans les cinémas, il y a des femmes et des hommes qui sont en train d'être des game changers. Il faut juste leur dire, vous n'êtes pas une anomalie, vous êtes extraordinaire. C'est le même regard, sauf que c'est un mot différent qui invite différemment. Et donc, moi, j'ai une chose que j'ai constaté ça, c'est qu'on a inversé la charge de la preuve. Il y a 20 ans, quand on parlait, les fous, c'était celles et ceux qu'on côtoie. Aujourd'hui, les irréalistes, c'est celles et ceux qui pensent que le système peut continuer comme ça sans changer. Eh bien ça, déjà, ça nous fait un peu respirer. Et eux, ça leur met en position de se justifier, ce qui va un petit peu leur faire perdre du temps. Donc c'est déjà pas mal. Et moi, je pense que... Ah, pardon. Vas-y. Non, rapidement, je pense on est tous dans une des 4 étapes suivantes, quel que soit le sujet, que ce soit le climat, que ce soit l'esclavage moderne, que ce soit je sais pas, l'accès à l'éducation. La première étape, c'est je ne sais pas, je ne suis pas au courant. La seconde étape, c'est je suis au courant, mais je n'ai pas les solutions, je ne connais pas les solutions. La troisième, c'est je suis au courant, je connais les solutions. Et la quatrième, c'est j'agis. Et quand vous dites que vous êtes étonné que les gens soient passés de je ne connais pas, enfin je ne sais pas, je ne suis pas au courant, à c'est trop tard, je crois que nous, en tant que producteurs et faiseurs d'images, notre rôle, c'est de prendre les gens là où ils sont et de les emmener à la case d'après, ou à 2 cases d'après, ou éventuellement à 3 cases d'après. Et donc les emmener de je ne sais pas à je sais, si possible, je sais et j'ai les solutions, et ensuite agir. Et c'est là où les campagnes d'impact sont importantes, et qu'il est important qu'aujourd'hui, les gens qui font des films, qui sont des films à message, qui sont des films à impact, ne s'arrêtent pas juste à faire leur film et le film sort, et voilà, et très bien, mais qui est derrière une prise en charge du public et de l'audience pour qu'ils puissent agir s'ils en ont envie. Et ça peut être sur n'importe quel sujet. Quand Nakache et Toledano font Hors Normes, que certains d'entre vous ont vu, j'imagine, et aimé, quand on sort du film, on doit, si on en a envie, avoir les clés pour pouvoir faire quelque chose si on a envie. Alors ça peut être donner du temps, ça peut être donner de l'argent, ça peut être donner des idées, je ne sais pas, mais qu'on puisse avoir les clés pour agir. Et pas qu'on se retrouve sur le trottoir devant le Gaumont-Parnasse quand on sort en se disant « c'était super, j'ai appris des millions de choses, je ne savais pas que c'était comme ça, je ne savais pas que c'était aussi difficile, je ne savais pas quelle était la condition de ces gens-là, mais maintenant, je vais rentrer chez moi et je ne vais rien pouvoir faire parce que je ne sais pas quoi faire. » Donc il faut accompagner les gens d'une étape à une autre, à une troisième et idéalement la quatrième. Juste avant de donner une question, Yann Verling voulait réagir. Juste parce que j'avais quelque chose qui me trottait dans la tête et puis c'était la dernière remarque, dire il n'y a pas aujourd'hui de film qui parle du futur souhaitable. Moi, mon expérience comme je suis ambassadeur, donc je suis au Quai d'Orsay, donc je voyage, je vais dans des conférences internationales. Déjà, le premier constat que je fais quand même, c'est qu'on est 7 milliards. Grosso modo, il y a à peu près 1 milliard de gens qui sont à peu près au courant du fait qu'il y a un problème avec l'environnement. Les 6 milliards autres, ils ne sont pas là-dedans. Et que quand on regarde les décideurs, c'est une proportion encore équivalente, voire moindre. C'est-à-dire qu'il y a encore moins de décideurs qui sont en train de se dire il va falloir qu'on bouge, il y a un problème sur notre attitude vis-à-vis de l'environnement.
Donc là, je suis sûr que 99% de la salle, par contre, on est tous au courant, c'est bien qu'il y a un problème, etc. Donc c'est bien, on est entre nous, on est heureux. Mais déjà, cette prise de conscience du fait que, déjà, rien que pays riches, pays pauvres, il y a un gap énorme. Je veux dire, nous, on est en train de se poser des questions sur ce qui est en train de se passer. Dans les pays pauvres, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout le sujet, mais pas du tout. C'est une question de survie, une question les dirigeants ne sont complètement obnubilés par le développement, par le fait qu'il faut faire des nouveaux forages de pétrole, qu'il faut faire des nouvelles extractions minières, qu'il faut vendre de nouveaux droits de pêche, avec évidemment des grandes puissances internationales qui viennent chez eux pour leur acheter tout ce qu'ils peuvent acheter. Et ils sont purement dans une logique de développement, et l'environnement, c'est zéro. Donc c'est vraiment... Nous, on est bien entre nous, hein, on se pose des questions, et encore, vous voyez que nos sociétés, on a du mal à évoluer. Maintenant, si on prend juste la part ce sixième ou cette petite pourcentage de personnes qui se posent des questions, et il y en a peut-être même aussi parmi les dirigeants aujourd'hui, évidemment, dans les pays occidentaux, Trudeau, Macron, enfin, tous ces gens-là sont, même si vous pouvez les critiquer, c'est des gens qui sont juste un peu au-dessus du lot par rapport à la prise de conscience, si on les compare à Bolsonaro, Trump et autres. Mais même là, aujourd'hui, moi, ce que je constate dans mon boulot, c'est que là aussi, on peut se contenter de discours, on peut se contenter de grandes phrases en disant il y a un problème. Alors le constat, là, on est heureux dans le constat et on est heureux aussi à dire il faut arrêter le développement dans lequel on va, il faut trouver un nouveau modèle. Mais tout ça, ce sont des mots. Le problème de l'angoisse généralisée dans laquelle on est tous, c'est qu'on ne sait pas vers où on doit aller. Et qu'on n'imagine pas ce monde futur. Alors c'est vrai que ce monde souhaitable, aujourd'hui, il n'est pas dessiné, il n'est pas montré, on ne visualise pas à quoi peut ressembler ce monde de demain, comme on dit, en harmonie avec la nature et totalement neutre en carbone. On ne l'imagine pas, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc, face à cette angoisse, on continue as usual. Effectivement, c'est ça la situation, c'est qu'on peut être une petite minorité de gens à penser qu'il faut changer les choses, mais aujourd'hui... on n'a pas la scénarisation exacte de ce monde futur-là, dont on parle. À quoi il va ressembler? Ça va être quoi notre quotidien de ce monde futur? Comme on ne le sait pas, non seulement nous, les convaincus, on n'arrive pas à donner les clés. La population à laquelle on s'adresse, elle ne comprend pas très bien vers où on veut l'emmener. Elle sait bien qu'il faut changer quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Et c'est ça le boulot, là, aujourd'hui. C'est d'être positif dans le scénario de demain. De pas être apocalyptique, ça c'est certain, et d'être positif dans ce scénario de demain. Mais pour le moment, effectivement, moi je vois rien venir en termes de propositions d'imaginaire de ce à quoi ça peut ressembler au quotidien. Quand je dis imaginaire, j'ai presque envie de dire un peu même du concret, c'est-à-dire on bouge comment, on se déplace comment, on mange comment demain. Tout ça, ce sont aussi même des questions que peuvent avoir des gens qui nous proposent ça. C'est-à-dire, par exemple, les agriculteurs aujourd'hui, notamment en France, une grande majorité ne veulent pas renoncer aux pesticides parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'on leur expliquait le monde de demain sans pesticides, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc après, on va peut-être faire du radical à un moment donné, parce qu'on n'aura plus un seul insecte, plus un seul oiseau, on va interdire les pesticides. Mais est-ce qu'il y a un chemin entre les deux? Comment on fait? Voilà. Tout ça, c'est ce que vous avez dit, mais il y a vraiment du concret à montrer aujourd'hui qu'on ne montre pas suffisamment. Pour vous, en fait, je voudrais savoir, vous dites on n'a pas de vision de ce que va arriver demain, mais je pense aussi que politiquement, et ça, la question va arriver juste derrière, je pense aussi que politiquement, on n'a pas un politicien avec une vision du monde, en fait. On a des politiciens qui ont une vision de la situation de leur pays. En France, on avait la chance avant d'avoir quelqu'un comme De Gaulle, par exemple, ou même Mitterrand un peu, qui avait une vision du monde dans lequel la France s'inscrivait. Maintenant, on règle les problèmes de la France à l'intérieur. Ne pensez-vous pas que ça, c'est le premier problème? La deuxième question, c'est pour madame. Vous disiez, il faut qu'on arrête les énergies fossiles. Ma question est, que faisons-nous des pauvres de la planète qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies? Eux, ils ont besoin de cette énergie fossile. Et la troisième question aussi concerne l'eau. C'est la guerre de l'eau. La guerre de l'eau, parce que malheureusement, votre film est absolument merveilleux. J'ai vraiment envie de le voir, cette histoire de puits. Il y a beaucoup de villages, des villes entières qui n'ont pas accès à l'eau, où l'eau n'est pas potable, l'eau est polluée, où les gens font pipi, caca, ils boivent et dans les seules ressources d'eau. Ma question est la suivante, c'est, on parle de chaleur qui augmente, mais on ne parle pas de l'eau, du fait qu'il y a une grosse partie de la population qui va mourir. Et la dernière, c'est pour vous, le futur souhaitable. Il y a 4 questions. Oui, c'est 4 questions, parce qu'il y a 4 non, je personnes. note en même temps. Voilà.
le futur souhaitable. Donc, ok, le futur souhaitable, mais futur souhaitable pour qui? Est-ce que c'est le futur souhaitable pour les sociétés modernisées comme la nôtre, ou est-ce que c'est un futur souhaitable à l'échelle de l'humanité? La nature, c'est une chose, mais si on est 7 milliards aujourd'hui, s'il y a 3 milliards de personnes qui meurent de chaleur, de soif, et qui n'ont pas accès à la technologie, bah finalement, il n'y a pas vraiment de problème, vu que une partie de la population va mourir. Donc, je pense que la vraie réflexion, à mon avis, c'est quel est le présent souhaitable avant de penser au futur souhaitable, ou les connecter les deux d'une certaine manière. Mais je ne pense pas qu'on puisse penser au futur sans se connecter réellement au présent, mais le présent de l'homme et non pas celui de la nature simplement. Voilà, ma question est un peu longue, mais c'est un Non, mais c'est bien, ça fera une synthèse, en plus ça me permet de conclure, et du coup, donc je résume. Il y avait encore une question, là, parce que j'avais on la donne en même temps, du coup. Donc peut-être, mais peut-être que du coup, on prend peut-être 2 questions sur les 4, et comme ça, on permet après à monsieur D'accord, donc je vais choisir, il y avait la vision, il y avait les énergies fossiles, ensuite, il y avait le présent qui serait souhaitable, et j'en ai oublié une, je crois. Et l'eau, voilà. Donc, au choix. L'eau, on en a un petit peu là, donc je vous laisse choisir vous-même sur quelle thématique vous voulez répondre en premier, par rapport à la gestion du temps, et pour laisser une dernière question ensuite. Allez-y, surprise. Bon, je réponds à 2 en même temps. À 2. Les scientifiques ont fait mouliner les scénarios. Et si on veut vraiment limiter le réchauffement, il faut arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que, si je résume à gros traits, ce que la forêt est capable de capter. En gros, c'est ça. Dans tous les cas, il faut cet équilibre-là n'est possible que si on arrive à 0 au niveau de l'énergie. C'est vraiment un invariant de tous les scénarios du GIEC. Si on n'arrive pas à décarboner notre énergie, c'est pas possible, ça ne matche pas. Oui, voilà. Donc c'est ça. Enfin, ça, pour le coup, on a un point d'arrivée qui est très sûr. Enfin, si on veut que ça passe, il faut que notre énergie soit décarbonée. Après, effectivement, on a ce problème d'accès. Du coup, ça veut dire que, alors déjà, c'est réduire notre consommation d'énergie. C'est aussi un gros challenge. En France, on dit que pour que ça passe au niveau de la France, il faut réduire notre consommation d'énergie de moitié. C'est réduire notre consommation d'énergie de moitié et booster les énergies renouvelables. Donc en gros, c'est ça les 2 choses qu'il faut faire. Donc effectivement, s'il y a tout ce problème du développement et du transfert, on va dire, de compétences, d'argent. Donc ça fait partie des négociations internationales. Effectivement, c'est ce que nous disent les pays du Sud. C'est moi, je veux bien être neutre, mais je veux me développer, donc faut m'aider. Donc il y a des processus comme ça de transfert. Et en fait, il faut que je fasse court, mais en gros, maintenant, les énergies renouvelables sont tout à fait rentables. Les technologies sont connues. Et voilà, et ne serait-ce qu'avec le solaire, dans le Sud, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc après, effectivement, c'est des questions politiques localement de se dire c'est plus facile d'aller creuser un puits et de vendre le pétrole à des grandes compagnies plutôt que de faire l'exercice de mettre du solaire, par exemple. Mais les technologies existent et elles sont rentables. Donc après, c'est une décision politique localement de faire ça. Et pour l'eau, malheureusement, il n'y aura pas que dans le Sud qu'il y aura des problèmes. En France aussi, on aura des gros déficits d'eau, ce que j'ai dit tout à l'heure, si on continue à penser que comme la nature, c'est une ressource inépuisable, etc. On aura des gros problèmes qui commencent déjà à se voir, parce qu'il y a des régions en France où ça fait 2-3 ans qu'il y a la sécheresse. Je rappelle qu'il y a des communes, l'été dernier, on a dû les approvisionner par des citernes. On a fait venir de l'eau potable dans des communes où il n'y avait déjà pas d'eau. Mais on est d'accord que l'eau va être une des grosses problématiques du changement climatique, mais y compris en France. Merci. Question suivante, allez-y. Oui, bonjour. Je suis scénariste. Et comme beaucoup de mes confrères, je rêverais d'écrire des projets. Enfin, j'aimerais en tout cas que des projets inspirants, des projets qui montrent un futur différent existent. Mais croyez-moi, aujourd'hui, les barrières entre l'écriture, enfin, tous les intermédiaires qui permettent à ce qu'une écriture soit visible à l'écran, il y a énormément de freins encore aujourd'hui, car les gens, les décideurs, les financeurs, les diffuseurs et tous les étages, en fait, réagissent d'abord en termes de marketing avant tout, en termes de public et en termes de stéréotypes. Aujourd'hui, vous leur parlez d'un James Bond, d'un héros comme James Bond, dont la réussite, c'est posséder à la fois les bagnoles et les filles, ça leur parle. Vous leur proposez par exemple un héros dont la réussite serait d'avoir protégé un territoire. Oui, mais enfin, c'est bon, c'est bisounours ton histoire. Je schématise un peu, mais la réalité, elle est là aussi. Donc aujourd'hui, en fait,
effectivement, il y a des choses qui se font, notamment en long métrage. Et on peut imaginer que les plateformes sont un peu plus ouvertes aussi. Mais notamment dans les diffuseurs traditionnels, comment on peut les sensibiliser pour qu'ils soient conscients que oui, il y a du public aussi pour des histoires positives qui ne soient pas que dystopiques. Oui, on peut parler de choses inspirantes et qui ne sont pas forcément utopiques au sens de totalement irréalistes, et qui est quand même du conflit, et qui est quand même des obstacles. Je vais donner un exemple, effectivement, dans les films qui me semblent inspirants. Avatar. Avatar porte un propos écologique extrêmement fort, en commençant à montrer un écosystème qui peut paraître idéaliste, mais qui est un futur possible. Il commence à le détruire, et en fait, il le remet en vainqueur. Mais c'est Cameron derrière. Donc il a cette capacité-là. Donc en fait, voilà, quel levier on peut pour que, croyez-moi, notre imaginaire, il peut imaginer, c'est possible. Réellement, on a la matière pour, mais on fait face à des freins à tous les niveaux, sur des stéréotypes et des considérations, notamment marketing. Comment on peut changer ça? Alors il se trouve qu'on était ensemble avant-hier sur un débat qui était à peu près le même. Et c'est pas vous qui avez posé la même question, mais quelqu'un de la guilde des scénaristes a posé la même question. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Et vous le savez. Je suis pas d'accord pour une raison simple. D'abord, j'ai des preuves qu'il y a des films sur des sujets importants qui sont faits. Il y a des séries sur des sujets importants qui sont produites, qui sont diffusées et qui ont du succès. Et on en parlait avec Jérôme Legrand, qui est ici le week-end dernier à Change Now. Quand vous regardez les succès, je ne parle pas des films sortis, mais les succès des derniers mois au cinéma, vous vous apercevez que sur des sujets pas simples, sur des sujets engagés, le public a répondu super présent, la critique a répondu présente, les producteurs ont répondu présent, sinon le public et la critique n'auraient pas pu les voir. Ces films, pour la plupart d'entre eux, vont avoir ou ont déjà eu des récompenses dans différents festivals ou au César et peut-être aux Oscars. Je parle des Misérables, qui n'est pas un film facile à faire, qui est un premier film, qui délivre des messages super forts. Je parle d'Au nom de la Terre, qui est quand même pas un pari de producteur facile à faire. Je parle de Hors Norme, qui n'est pas non plus un pari facile à faire. Et je parle de La vie scolaire, je parle des Invisibles et je parle de beaucoup d'autres films. Ouais, mais je vais y venir. Le problème, et j'ai donné à peu près la même réponse la dernière fois, c'est que le cinéma, c'est un art. La télé aussi, c'est une forme d'art, mais c'est aussi une industrie. Et qu'à la différence du poète ou du peintre qui est tout seul chez lui et qui a besoin éventuellement de manger un petit peu le soir et de s'acheter un nouveau stylo ou un peu de peinture, faire un film, c'est des dizaines, quelquefois des centaines de personnes à payer pendant des dizaines de semaines, et que on ne peut pas oublier cela. Il doit y avoir une économie derrière. Sinon, le producteur qui va accepter de faire un film qui n'aura pas de public sera plus producteur l'année prochaine et il fera autre chose. Et il ne pourra plus produire de films. Et à la télévision, c'est la même chose. On ne peut pas demander à TF1, et moi j'adorerais, parce que moi j'arrive pas à placer mes films, hein, qu'on soit bien d'accord, on est dans le même bateau. Mais TF1, on ne peut pas leur demander, c'est une société qui a des actionnaires, qui est cotée en bourse, en prime time, de mettre quelque chose qui ne plaira qu'à 500 000 personnes. C'est pas leur mission. C'est peut-être la mission de France 5, c'est peut-être la mission de France 3, c'est peut-être la mission de France 3 régionale. Quand on fait What the Fish, qui n'est pas un film qui est passé ici, qui est un film super, mais qui n'est pas un film qui va plaire à des millions de personnes, et ben France 3 Hauts-de-France l'achète, le diffuse, parce qu'ils sont directement concernés, et c'est du service public, et c'est super logique qu'ils le passent. Ils prennent un risque, mais en fait, ils ne prennent pas un risque. C'est dans leur mission de le faire. Vous ne pouvez pas demander à TF1, le samedi, en prime time, de mettre What the Fish parce que c'est un film important à voir. Non. C'est pas leur modèle économique. Je peux rebondir juste. Et c'est une entreprise privée, donc vous ne pouvez pas les forcer à faire ça. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui en 2020, il est le suivant, c'est qu'il y a 5 ans, pas 20 ans, il y a 5 ans, il y avait besoin d'à peu près 10 fois moins de contenu qu'aujourd'hui.
Parce que si vous ajoutez les milliers de contenus sur les plateformes, et vous le multipliez par le nombre de plateformes, vous avez aujourd'hui un besoin de production qui est énorme, et ça nous permet, et ça vous permet, à vous scénaristes, d'écrire pour Netflix, pour Amazon, pour Hulu, pour HBO Max, demain pour Salto. Pensez qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas la TNT. Pensez qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas les plateformes. Pensez qu'il y a 30 ans, il y avait 400 films qui sortaient en France. Aujourd'hui, il y en a 750. Il y a 300 chaînes s'il n'y en a pas 400. Et il y a des plateformes dans tous les sens. Donc il y a un besoin démultiplié de contenus et de toutes sortes de contenus. Donc vous avez aujourd'hui la possibilité d'écrire ce que vous voulez pour que ça soit diffusé au moins quelque part, ce qui n'était pas possible à 30 ans. Effectivement, les possibles augmentent. Ça n'empêche pas que, encore une fois, peut-être que d'autres pourront le dire, quand on est scénariste et qu'on a des projets positifs, c'est extrêmement difficile d'essayer de les faire émerger. Ça n'empêche pas qu'effectivement, il y a des choses qui se font, mais ça reste marginal par rapport à tous les possibles. Et là où je rebondis quand même, c'est que toute l'industrie audiovisuelle et cinématographique est extrêmement financée, notamment par des financements publics. Si l'impulsion au plus haut niveau des financeurs est donnée en disant « on veut que mettre notre argent, l'argent public, l'argent des citoyens, l'argent de la redevance, sur des choses inspirantes, sur des choses positives », croyez-moi, les portes vont s'ouvrir aussi. Donc il y a ce message-là, je pense aussi à faire passer aux diffuseurs. Si on veut voir un monde différent, il faut aussi que les gens qui tiennent les cordons de la bourse, et notamment les gens qui sont cordons de la bourse qui sont financés par les impôts, le disent clairement et changent aussi leur position. Et là, effectivement, des choses pourront se faire et en plus grand nombre. Merci beaucoup pour votre réaction. Je suis malheureusement obligé de conclure cette table ronde. Je voudrais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, les 4 orateurs de ce récit du changement. Vous l'avez compris, il faut effectivement faire des choses différentes pour obtenir des résultats différents. L'enjeu de ce rendez-vous, dans cette passerelle entre le temps presse et ce forum, qui va devenir récurrent, on l'espère, c'est à la fois de trouver des médias, de trouver des idées, d'échanger et de trouver comment faire passer les messages de la façon la plus optimum et le plus massivement possible. Donc on pourrait parler des journées entières. En tout cas, on a donné une impulsion. Vous avez des personnes qui sont experts dans leur milieu. Vous avez, vous, des créateurs, des réalisateurs, des scénaristes. Inspirez-vous de ce début d'échange et puis laissez parler votre création pour amener un maximum de messages. Merci encore à vous. Merci aux 4 intervenants.